l'UPR, en fait, c'est un parti qui est vraiment provisoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a un programme qu'on veut mettre en place qui est un programme qui reprend point par point celui du Conseil national de la résistance. Alors pourquoi celui du CNR? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous permet de ne pas être classés sur l'échiquier politique, parce que dans le Conseil national de la résistance, il y avait des personnes de tous les horizons politiques, donc ça allait vraiment de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et on trouvait aussi des syndicats ouvriers comme des syndicats patronaux. C'est vraiment déjà grâce à ça qu'on peut ne pas être classé politiquement. Et ensuite, pour la deuxième raison pour laquelle on a choisi le programme du CNR, c'est parce que c'est le programme qui a permis de mettre en place les 30 Glorieuses et tout un tas de grands acquis sociaux dans notre pays. Donc tout ce qu'on dit en fait est vérifiable et sourcé, donc vous allez voir dans la présentation, soit je m'appuie sur les traités européens, soit je prends des articles qui sont parus dans les grands médias de masse, donc qui a priori sont pas trop contestables. Donc l'UPR est vraiment en pleine ascension actuellement. Donc le 2 novembre, on avait franchi le cap des 9000 adhérents. Et là, j'ai vu ce matin qu'on était à 9600 et quelques, donc on est vraiment en développement continu. Actuellement, on compte entre 30 et 40 adhésions par jour, donc on est vraiment en très très forte progression. Et un autre indicateur également, c'est notre site internet, qui a été classé le premier site de parti internet de tous les partis politiques français le plus consulté par un organisme qui s'appelle Alexa Ranking, et qui s'occupe de classer les différents types de sites internet. Au niveau politique, c'est celui de l'UPR qui arrive en tête. Donc on voit vraiment qu'on a un parti qui vraiment commence à peser sur la scène politique. Et pour revenir sur nos adhérents, sur le nombre de nos adhérents, donc nous on dit qu'il est vérifiable, et n'importe qui voudrait le contrôler, le faire contrôler par un huissier, il n'y a pas de souci. Et pour comparer un petit peu aux autres partis, donc le NPA de Besancenot en annonce environ 2000 adhérents. Donc tout le monde, tous les citoyens connaissent M. Besancenot. Les Verts en annonce entre 4 et 5 000, donc pareil, tout le monde connaît Europe Écologie Les Verts. Et le parti de gauche de M. Mélenchon en annonce 9 000. Donc là, on voit qu'on est même passé devant un parti comme celui de Mélenchon, alors que voilà, il a accès à tous les grands médias de diffusion. Je vais commencer donc la présentation par une citation de Jean-Claude Juncker. Donc Jean-Claude Juncker, c'est le président de la Commission européenne. Et donc c'était dans le journal Le Figaro le 28 janvier 2015. Et c'était suite à l'élection de Syriza en Grèce. Pardon. Et donc, en fait, il a fait cette déclaration au journal Le Figaro. Il a dit « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Donc, pour moi, ça me semble clair. Donc, c'est le président de la Commission. En fait, c'est notre président à tous, quelque part. Les gens ne sont pas forcément informés, mais on verra tout à l'heure que c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement influent. Et donc il a dit clairement, en fait c'était comme je le disais par rapport à l'élection de Syriza en Grèce, donc il a dit aux citoyens grecs en fait que les choix démocratiques qu'ils avaient fait, lui il s'en fiche, ce qui compte c'est les traités européens et les décisions de la Commission européenne. Donc on voit bien que ce soit un parti, je veux dire, classique, on va dire la droite ou la gauche, ou un parti qui se voudrait anti-système, comme par exemple on avait présenté Syriza, en fait, lui, il s'en moque complètement. Les décisions, ce sera lui qui les prendra, et le gouvernement en place ne fera que d'appliquer. Et on va voir que ce que je dis, c'est vraiment pas exagéré, donc au fur et à mesure de la réunion publique. Donc ma première question, en fait, c'est pourquoi les budgets ne cessent d'être réduits? Donc j'ai mis donc ici la photo de Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, et de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Parce que c'est vraiment, on le verra par la suite, c'est deux institutions qui comptent, qui sont les institutions primordiales de l'Union européenne. Donc la première des causes pour laquelle on doit sans cesse réduire les budgets des collectivités, en fait c'est l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
qui existait déjà en fait en droit français, c'était la loi du 3 janvier 1973, qui avait été baptisée la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Et en fait, cet article de loi, il dit que les États et les collectivités territoriales ne peuvent plus se financer auprès de leur banque centrale et qui sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers. Donc, qui dit emprunt sur les marchés financiers dit forcément avec des taux d'intérêt. Et en plus, donc, on ne peut plus gérer notre souveraineté monétaire. On n'a plus les manettes pour gérer notre souveraineté monétaire. Donc là, j'ai mis un petit graphique qui part de 1970, qui s'arrête à 2012. Donc vous avez la courbe en bleu ici, qui est la courbe de la dette publique actuelle. Donc actuellement, donc ça s'arrête en 2012, mais maintenant on a donc dépassé les 100% de dette par rapport à notre produit intérieur brut. Et donc ça, on est à plus de 2000 milliards d'euros de dette. D'ailleurs, si vous allez sur Internet et que vous tapez compteur de la dette publique, vous allez tomber sur un compteur qui tourne en continu, c'est-à-dire que le temps que je parle, notre dette elle augmente. En fait, tout simplement parce que c'est des taux d'intérêt qui travaillent depuis 40 ans et on en arrive vraiment dans une situation complètement abracadabrantesque. Et la courbe en rouge, en fait, c'est la courbe de la dette calculée sans intérêt. Donc au final, on voit que si on n'avait pas appliqué de taux d'intérêt, on serait quand même, la dette n'aurait quasiment pas augmenté, ou vraiment très peu. Alors après, je fais quand même une précision parce que, dire qu'on ne peut pas mettre de taux d'intérêt, qu'il faudrait ne pas mettre de taux d'intérêt systématiquement, en fait, c'est pas non plus une vérité en soi. Parce que le taux d'intérêt, en fait, permet de gérer l'inflation ou la déflation. Donc, avant 1973, l'État avait le parfait contrôle sur sa banque, sur la Banque de France. Et donc, l'État, en fait, on pouvait considérer qu'il gérait plus ou moins bien la politique monétaire, justement en appliquant un taux d'intérêt qui ferait qu'il n'y aurait pas d'inflation ni de déflation. Alors, il y a des fois, c'était des taux zéro, et il y a des fois, c'était un taux d'intérêt qui était impliqué, mais justement pour pas qu'il y ait d'hyperinflation. Donc il ne faut pas non plus dire qu'il ne faudrait jamais de taux d'intérêt, parce que là, on risquerait de l'hyperinflation. Mais on voit quand même que c'est quand même ces taux d'intérêt qui ont travaillé. Je veux dire, il suffit de regarder les courbes pour voir que c'est vraiment ça qui a travaillé sur 40 ans. La deuxième des causes, c'est ce qu'on appelle le TSCG. Donc c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique et monétaire. Donc c'est un traité qui a été ratifié par les États membres de l'Union européenne, sauf le Royaume-Uni et la République tchèque. Et en fait, ce traité il fixe deux règles primordiales qu'on doit respecter. Donc la première des règles, en fait, c'est une situation budgétaire à l'équilibre sur un budget annuel. Donc la règle exacte, en fait, c'est que le déficit annuel, il ne doit pas excéder 0,5% de notre produit intérieur brut. J'ai entendu, donc c'était il y a 2-3 semaines à la radio, le ministre de l'économie qui tablait pour 2015 sur un déficit annuel à 1,5% par rapport à notre PIB. Et il disait que pour 2016, ça serait de nouveau pareil, on serait encore aux alentours de 1,5%. Donc on voit qu'en fait on ne respecte pas cette règle-là. Donc comme on ne respecte pas cette règle-là, en fait il y a des mécanismes de correction qui sont déclenchés. On verra juste un petit peu après quels sont ces fameux mécanismes. Et la deuxième des règles qui est dans le TSCG, en fait c'est que notre dette publique, elle ne doit pas être supérieure à 60% du produit intérieur brut. Et si on dépasse les 60%, le pays s'engage à la réduire d'un 20e par an. Et donc si je reviens un petit peu sur le graphique d'avant, donc on se rend compte que les 60%, on a dû les dépasser à peu près en 2002-2003. Et on voit bien que depuis, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Donc on ne respecte pas déjà la règle des 60%, et en plus on n'arrive pas à réduire d'un 20e. Donc on ne respecte pas la deuxième règle. Alors du coup, on a ce qu'on appelle un partenariat budgétaire et économique qui nous a imposé avec des réformes structurelles. Pareil, on verra un petit peu après quelles sont ces réformes qui nous sont imposées. Ça va venir juste après.
Donc ces réformes, elles sont imposées en fait dans ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique. C'est vulgairement, enfin en général on appelle ça les GOPE. Et donc ces GOPE, elles viennent directement de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc en fait, chaque année, la Commission européenne, elle donne une sorte de feuille de route à chaque État membre. Alors, quand c'est des États qui respectent le TSCG, ils sont pas, c'est des recommandations, elles ne sont pas obligées d'être mises en place. Par contre, quand on est un pays qui ne respecte pas les règles du TSCG depuis plusieurs années, comme c'est le cas pour nous, on nous impose vraiment de mettre en place des réformes. Donc on va voir les GOPE que l'État français a reçu le matin du 2 juin 2014. Donc je vous demande bien de retenir la date du 2 juin 2014 et également le fait que c'était le matin. On l'a reçu au petit jour, la première heure le matin. Donc voilà ce qui était demandé on va voir les différents points qui étaient dans les grandes orientations de politique économique. Et la première des choses qui était demandée à l'État, en fait, c'était une réduction des dépenses publiques. Et donc, on a vu quelques temps après, donc le gouvernement dire qu'ils allaient mettre en place un pacte de responsabilité. Donc, je mets des guillemets à responsabilité parce que n'importe quel économiste sérieux, en fait, c'est très bien que plus on coupe dans les dépenses publiques, plus on met notre pays on le fait aller dans l'austérité et on le fait sombrer dans des malheurs. Parce que si l'État n'investit plus, fatalement, l'économie s'en ressent. Je veux dire, c'est quelque chose de lié. Et en fait, ça accélère la chute de notre pays, de réduire les budgets. C'est vraiment, on pourrait penser que de réduire les dépenses, ça va aller mieux, mais en fait, ça fait que d'amplifier la chute. Et donc, dans ce fameux pacte de responsabilité, le gouvernement, en fait, a mis en place un plan de 50 milliards d'euros d'économie. Et on va voir sur quels critères, en fait, ils vont économiser ces 50 milliards d'euros. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site du service public, il est toujours en ligne. Donc c'est le plan du programme qui est prévu pour faire la fameuse économie de 50 milliards, donc de 2015 à 2017. Donc on voit qu'il y a une part de 10 milliards d'euros qui doit être économisée sur les dépenses de protection sociale. Il y a une autre part de 10 millions d'euros qui doit être économisée sur les assurances maladie, donc sur la Sécu. Il y a une autre part donc, de 19 milliards d'euros qui doit être économisée sur l'État et ses agences. Et enfin, pour ce qui nous concerne le plus avec les élections régionales, il y a une part de 11 milliards d'euros qui doit être baissée pour les collectivités territoriales. Donc, le deuxième point qui nous était demandé dans les GOPE, c'était de redéfinir la portée d'action des pouvoirs publics. Alors que c'est une phrase un petit peu... Quand je mets des guillemets comme ça, en fait, ça veut dire que c'était écrit tel quel dans les GOPE. Donc c'est une phrase un petit peu barbare comme ça quand on la lit. Et quand on réfléchit bien, en fait, ça veut dire qu'il faut continuer à mettre en concurrence nos services publics et puis aller jusqu'à la privatisation de ces services publics. Et donc, c'est en parfaite concordance donc, avec l'article 106 du TFUE qui justement demande la même chose, qui dit qu'à terme, en fait, on doit mettre en concurrence nos services publics. Et les GOPE, en fait, précisaient également qu'il fallait mettre en place un gel sur le montant des pensions de retraite. Donc, on va voir quelques exemples juste après. Il y avait également le troisième point. C'était une baisse massive des remboursements en matière de santé et une privatisation rampante de la sécurité sociale. Fatalement, si les médicaments sont déremboursés, les gens vont se retourner vers une mutuelle complémentaire et au fur et à mesure du temps, la Sécu sera privatisée de force par le fait. Donc voici quelques exemples. Donc c'est le journal Le Figaro. Donc on est le 11 juillet 2014, à peine un mois après les grandes orientations de politique économique. L'État engage la privatisation des aéroports de province. Donc l'État a demandé à privatiser des services publics. La Commission européenne a demandé à l'État de privatiser des services publics. On voit que dans la foulée, à peine un mois après, l'État a mis en place la privatisation des aéroports.
Pareil, à peine un mois après les GOPÉ, donc le 3 juillet 2014, les députés votent le gel des retraites au-delà de 1200 euros. Donc on voit encore une fois, je veux bien qu'il y ait une fois des coïncidences, une deuxième fois, mais on va voir qu'en fait sur tous les points des GOPÉ, eh ben, bizarrement le gouvernement obéit. Donc on voit bien qui c'est qui tire les ficelles et qu'en fait nos gouvernements ne font que d'appliquer ce qu'on leur demande. Là c'est le journal Les Échos, privatiser les assurances maladie et retraite pour faire des économies. Donc là on est au 30 janvier 2015. L'État pourrait privatiser les assurances maladie et retraite, diminuant ainsi drastiquement les dépenses publiques. Donc ça, c'est pas encore fait. Mais par contre, à force qu'on nous répète, dans tous les médias constamment, bah, on en vient à culpabiliser puis à se dire oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être revoir notre assurance maladie, notre système de retraite. Alors que c'est quelque chose qui nous a été envié dans le monde entier. Tout le monde voulait copier le système de sécurité sociale, le système de retraite des Français. Donc on voit bien que si ça marchait avant, c'est pas le système en soi qui est mauvais, c'est qu'il y a d'autres raisons. Et notamment le fait qu'on est endetté et que du coup la Commission européenne nous demande de privatiser ces services-là. Donc voilà, on voit bien encore une fois que c'est pas encore acté, mais on y vient petit à petit et on nous prépare psychologiquement. Le quatrième point qui était demandé dans les grandes orientations politiques économiques, donc là on va vraiment toucher au cœur des élections régionales, simplifier les échelons administratifs. Donc en clair, en fait, c'est revoir nos collectivités territoriales et locales, c'est vraiment ça qui nous est demandé. Donc on a vu, il y a eu la fusion des régions, il y a eu la loi NOTRe, c'est vraiment, ça nous est imposé par ça. Et puis ça a une visée vraiment géopolitique, c'est-à-dire que ce qu'on nous demande en faisant fusionner les régions, c'est de créer des grands ensembles auxquels on donne de plus en plus de compétences et qui traitent directement de plus en plus avec Bruxelles. Et encore une fois, au bout d'une dizaine d'années, enfin on ne peut pas exactement dire, mais au bout d'un certain temps, les citoyens vont se dire mais en fait ça nous sert à quoi d'avoir un État? Si on a notre région qui peut traiter directement avec la Commission européenne, on n'a plus besoin d'avoir un État, c'est un échelon qui ne sert à rien. Et c'est vraiment le but, il est là, le but inavoué, en fait il est de détruire les nations. Parce que qui peut s'opposer, quel bloc peut s'opposer par exemple à des puissances financières ou commerciales, des multinationales? Il n'y a qu'au niveau d'un État. Une toute petite, une région, par exemple Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, elle n'arrivera jamais à lutter contre des banques ou des multinationales. Il faut être réaliste, quoi. Et d'ailleurs, en début d'année, François Hollande avait lui-même parlé de régions à taille européenne. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est pour faire des régions qui correspondent à l'Europe et non plus à notre État. Donc on voit le 2 juin 2014 à 21h28. Donc le soir même où on a reçu les grandes orientations politiques économiques, François Hollande a fait cette déclaration au journal Le Monde où en fait il a annoncé la fusion des régions. Et encore une fois, je veux bien qu'il y ait des coïncidences, mais là ça fait beaucoup, quoi. À chaque fois que les GOPÉ nous demandent quelque chose, à chaque fois on voit que dans la foulée le gouvernement a obéi. Donc ça c'est le projet de loi NOTRe, qui prévoit également de faire fusionner les petites communes, de créer des communautés d'agglomération, des métropoles, etc. Et également, il y a une prévision dans cette loi en fait, de baisser de 30% les dotations aux collectivités. C'est-à-dire qu'on va baisser de 30% le budget du conseil régional, des départements, des communes, etc. C'est exactement ce qui est prévu. Fatalement, si on baisse de 30% tous ces budgets, nos services publics vont en pâtir. On ne pourra pas avoir la même qualité de service, ça c'est certain. Le cinquième point, c'était dans le chapitre du coût du travail, donc c'était pareil, encore écrit tel quel. Il convient que le salaire minimum continue d'évoluer d'une manière propice à la compétitivité et à la création d'emplois. Donc encore une fois, c'est une phrase un petit peu barbare, mais quand on réfléchit bien, ça veut dire qu'ils considèrent que notre SMIC nous empêche d'être compétitifs
Et à cause de notre SMIC, on ne peut pas créer de l'emploi. Donc je fais une petite parenthèse sur le mot compétitif, qui pour moi est un véritable scandale en fait. Ce qu'on appelle compétitivité, donc déjà le mot compétitif en soi, c'est quand même un terme qui est plutôt positif. Alors, je ne veux pas dire que c'est un terme à 100% positif, mais quand même c'est plutôt positif que négatif. Ce qu'on appelle compétitivité, en fait, c'est le fait que nos produits qui sont fabriqués chez nous ne sont pas attractifs par rapport aux produits qui sont fabriqués dans des pays à très bas coût de salaire. Comme je le dis systématiquement, et à chaque fois je prends toujours l'exemple là, parce que moi il me sidère, au Bangladesh, on fait travailler des enfants, enfin, ou même des adultes, mais dans des conditions vraiment d'esclavage, quoi. Il y a des usines qui s'effondrent, enfin, il y a eu tout un tas de scandales là-bas. En plus, on sait très bien que les produits qui sont fabriqués là-bas, pour une partie du moins, viennent sur le marché français. Donc on nous dit clairement qu'en fait, on n'est pas compétitif par rapport aux enfants du Bangladesh, quoi. Et moi, comme je le dis systématiquement, je ne veux pas et je ne voudrais jamais être compétitif par rapport à des pays en fait à très bas coût de salaire, quoi. Enfin, ça me paraît. On a eu des acquis sociaux, nos ancêtres se sont battus pour qu'on les ait. Je vois pas de raison de revenir dessus, quoi. Donc on verra qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure. Mais bon, bref, en fait, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il faut arrêter les revalorisations du SMIC et commencer à mettre en œuvre sa suppression. C'est vraiment ce qui nous est demandé dans ce point-là des GOP. Donc le 10 septembre 2014, donc c'est sur le site de Europe 1, mais ils sont vraiment, si vous recherchez sur Internet, vous allez voir que le MEDEF, en fait, ils ont défilé dans tous les grands médias nationaux à cette période-là, aux alentours du 10 septembre, pour expliquer qu'en fait, il fallait toucher au SMIC, qu'il fallait revoir le SMIC, et puis également toucher aux jours fériés. Encore d'autres exemples, donc là c'est plus récent, 24 mars 2015, faut-il vraiment baisser le SMIC? Pourquoi il va bien falloir finir par toucher au SMIC? Donc à chaque fois on voit qu'on nous prépare, jusqu'à un jour où on en arrivera à dire ah oui effectivement, il faut bien revoir notre SMIC, ça va pas, on n'est pas compétitif, etc. Donc la décision, enfin la demande qui nous est faite dans les GOP n'a pas été appliquée, mais on voit qu'on y vient petit à petit et qu'on nous prépare psychologiquement petit à petit. Le sixième point, accroître la souplesse des conditions de travail en cas de difficultés économiques. Encore une fois, une phrase qui paraît barbare, mais quand on réfléchit. Donc on fait la même chose, même technique, on prend un mot qui est positif, la souplesse, quelqu'un qui serait souple, quelqu'un qui est agréable, qui sait s'adapter. On prend un mot vraiment positif pour dire qu'en fait, les conditions de travail, donc c'est-à-dire notre droit du travail, tout ce qui va avec, il faut les revoir, il faut qu'elles soient souples en cas de difficultés économiques. Donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'elles s'adaptent. On voit bien que notre pays économiquement ne tourne pas depuis maintenant de nombreuses années. Donc en fait, on nous dit que notamment le CDI, il faut le remettre en cause. Parce que ça nous protège trop et que du coup on n'est pas attractif pour les entreprises, etc. Et donc, au final, c'est accroître la précarisation des contrats de travail qui se cachent derrière ça. Donc voilà quelques exemples. On voit 23 octobre 2014, vers un contrat unique pour remplacer le CDD et le CDI. Journal de piège, 24 octobre, travail vers la fin du CDI. Et voilà, miracle, ce qu'on trouve maintenant sur le site du service public. Rupture du CDI, du contrat de travail à durée indéterminée, pardon. Donc on va voir les conditions. Donc c'est en date du 10 avril 2015. Ça a été suite à la loi Macron. C'est une des composantes de la loi dite Macron. Rupture à l'initiative de l'employeur. L'employeur peut rompre le contrat de travail qui le lie à un salarié dans les cas suivants. Pendant la période d'essai, sans motif particulier. Jusque-là, pas de problème, ça existait déjà avant. Dans le cadre d'une mise à la retraite de fils, pas de problème, pareil, ça existait déjà avant. Dans le cadre d'un licenciement économique, ça existait déjà avant. Par contre, c'est là où ça devient intéressant, où ça devient grave. Ou pour motif personnel. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire pour motif personnel.
En fait, ça veut dire tout simplement que notre CDI ne nous protège plus aussi bien qu'avant. Qu'un employeur, pour motif personnel, moi encore une fois, j'aimerais bien qu'on me dise c'est quoi un motif personnel valable pour licencier les gens. Donc ils ont rajouté ça, et également en cas de force majeure. Pareil, c'est un terme hyper vague, qu'est-ce que ça veut dire en cas de force majeure quoi. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Enfin, je considère, je sais pas, moi, que j'ai perdu ma femme, c'est un cas de force majeure. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi un cas de force majeure? On ne sait pas. Et donc, en fait, au final, on voit bien que notre CDI est beaucoup moins protégé qu'avant, et donc que les GOPÉ ont été appliqués. Quoi. Le 7e point, déréguler les barrières à l'entrée ou à l'exercice des professions réglementées. Donc en fait, c'était tout ce qui était taxi, les professions de la santé, les professions juridiques, les notaires, etc. Je pense que tout le monde a vu toutes les manifestations qu'il y a eu de ces professions-là. Encore une fois, c'est une des composantes de la loi dite Macron. Bon, on voit bien que c'est pas Macron qui a pondu la loi, il fait que de reprendre les GOPÉ. Donc, ces professions-là, en fait, on nous a dit qu'il fallait enlever tout ce qui les protégeait. C'est ça qui nous est demandé quand on dit déréguler les barrières. Voilà, on dit ils sont protégés, on ne peut pas les mettre en concurrence, il faut qu'on puisse les mettre en concurrence. Donc du coup, désormais, en fait, des entreprises, par exemple des taxis étrangers peuvent très bien travailler chez nous sans souci. C'est légal, c'est rendu légal. Et pareil pour les autres domaines qui sont ici. Donc on voit, 30 septembre 2014, déréglementation, les professions libérales en grève contre la réforme. Donc c'est ce que je disais, toutes les grèves qu'il y a eu par rapport à cette loi-là. Ce que prévoit finalement le projet Macron, donc c'est au 9 décembre 2014, transport, profession réglementée, commerce de détail, le projet de loi Macron, présenté mercredi au Conseil des ministres, touche des secteurs d'activité très variés. Et en fait, voilà, on a fait tomber tout ce qui protégeait ces métiers-là. Le 8e point. En ce qui concerne l'électricité, les tarifs réglementés restent d'application pour les ménages et l'accès aux autres fournisseurs continue d'entraver le bon fonctionnement du marché. Encore une fois, c'est une phrase un petit peu barbare, mais quand on réfléchit à ce qui nous est demandé, donc en fait, les tarifs réglementés, ça nous empêche parce que du coup, ça entrave le bon marché. Et également, on ne peut pas mettre en concurrence ERDF et du coup, ça entrave le bon marché. Donc on va voir ce qui a été appliqué. Donc on voit un 31 octobre 2014, électricité, les tarifs réglementés augmentent de 2,5% le 1er novembre. Donc on a encore des tarifs réglementés, mais on les a augmentés. Le 17 novembre 2014, l'État prêt à céder 30% de RTE, filiale d'EDF. Donc depuis, ça a été cédé. Donc maintenant, on a fait rentrer des actionnaires privés dans RTE. Et donc, pour récupérer 1,5 milliard d'euros. Et ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que chaque année, quand c'est une entreprise publique, quand ce n'est pas tenu par des actionnaires, l'argent, du coup, revient dans les caisses de l'État. Toutes les factures qu'on paye d'électricité, etc., ça revient. Alors que là, plus on fait rentrer d'actionnaires, plus ça part en dividende pour les actionnaires, quoi. Ça va avec, quoi. Donc vraiment, on privatise pour retirer 1,5 milliard d'un coup, mais on se prive à long terme d'énormes sommes, quoi. Donc, et en plus, quand on regarde l'évolution des services publics qui ont été privatisés, donc notamment par exemple sur le gaz, en fait, quand on regarde, quand c'est un service vraiment 100% public, l'État, il ne peut pas augmenter les tarifs, parce que s'il augmente les tarifs, fatalement, les gens ne vont pas voter derrière pour eux. Donc électoralement, déjà, ils se disent non, on ne va pas augmenter les tarifs. Deuxième point, s'ils augmentent, les gens vont se retrouver à manifester contre le gouvernement. Donc pareil, ils vont se tirer une balle dans le pied. Donc au final, quand on regarde les prix sur une longue période où il n'y a pas d'actionnaires, on voit que les prix sont très très stables. Dès l'instant où on fait rentrer le privé, et voilà, eux, ils veulent faire du fric. Donc dans la foulée, on nous explique que
on ne paye pas assez cher l'électricité, on ne paye pas assez cher le gaz, etc. Et au final, chaque année qui passe, on voit les tarifs augmenter. Donc la conclusion numéro 1, pourquoi les budgets ne cessent d'être réduits? En fait, c'est tout simplement à cause des articles 121, donc des GOPE, article 123 du TFUE et le TSCG. C'est vraiment à cause de ça qu'on nous demande de réduire nos budgets systématiquement. C'est à cause de ces articles-là. Et donc en fait, nos gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, ou même on pourrait imaginer d'extrême droite ou d'extrême gauche, tant qu'on ne reprend pas les manettes, c'est-à-dire qu'on ne remène pas nous-mêmes l'État français à la politique, et bien en fait c'est des marionnettes. Et en fait c'est pour ça qu'on a toujours la même politique depuis maintenant des dizaines d'années, c'est parce qu'on est soumis aux traités européens. Et encore une fois, qu'ils soient de droite ou de gauche, en fait on a toujours la même politique, parce que vraiment c'est des pantins, quoi. Ma deuxième question, quelles sont les causes des délocalisations et des défaillances d'entreprises? Donc là c'est un imprimé écran du site Vérif, donc, qui s'occupe de vérifier la santé des entreprises en France. Donc là j'ai pris pour les Ardennes, et actuellement en fait il y a 99 entreprises défaillantes dans les Ardennes. Donc ce qu'on appelle les entreprises défaillantes, c'est soit en liquidation judiciaire, soit en redressement judiciaire, soit en jugement de clôture. Donc c'est vraiment des entreprises qui vont fermer. Donc 99, et donc pour avoir maintenant sillonné tous les départements, je peux vous dire qu'au final, votre chiffre est très bas. Parce que, par exemple, demain, je vais à Nancy, ils sont à plus de 300. Alors dans le Haut-Rhin, ils étaient à plus de 300 également. C'est catastrophique, hein. Ce qui nous arrive, c'est dramatique. Là, je vous ai pris cette usine parce que c'est vraiment un symbole. Alors, c'est une papeterie qui se situait dans les Vosges. Donc, je ne l'ai pas pris parce que je suis vosgien, mais vraiment parce que c'est un symbole. En fait, c'était la plus vieille usine de France. Et donc, elle s'est arrêtée le 22 janvier 2014. Donc, en fait, c'était une papeterie qui était détenue par le groupe UPM, qui est un groupe finlandais. Et donc, ils ont décidé d'arrêter la papeterie de Celles dans les Vosges. Et en fait, la papeterie de Celles était vraiment unique au monde, parce qu'en fait, elle datait de 1598, et ils avaient conservé la machine d'origine, sur laquelle ils avaient rajouté au fur et à mesure du temps les nouvelles technologies, comme je le dis, au fur et à mesure des années. Donc du coup, il y avait vraiment une machine unique au monde. UPM donc, voulait fermer ce site pour transférer la machine en Pologne. Donc les employés de UPM, eux, ils ont décidé de monter ce qu'on appelle une SCOP, donc une société coopérative, donc où eux-mêmes ils mettent leur argent personnel, donc ils étaient tous allés faire des prêts auprès de leur banque pour pouvoir acheter la papeterie et ainsi conserver leur emploi. Et donc ils ont fait une offre de 3 millions d'euros au groupe UPM. Et le groupe UPM, en fait, a refusé, et ils ont demandé 10 millions d'euros. Alors, vous pensez bien que les salariés ne pouvaient pas mettre 10 millions d'euros, c'était pas possible. Et donc, pour vous donner une idée de comparaison, alors, quelques mois avant, le groupe UPM avait déjà vendu une papeterie qui était située à Strasbourg, qui avait 5 fois plus de carnets de commandes, dont le parc était 5 fois plus gros, et il l'avait vendu 7 millions d'euros. Donc en fait, on voit bien qu'ils ne voulaient pas vendre à la SCOP et qu'ils voulaient vraiment faire partir la société. Ils ne le disent pas, mais c'était vraiment ça. Et moi, en fait, je suis allé les rencontrer donc, dès le début, les salariés de ex-UPM. En fait, en leur expliquant, écoutez, je ne veux pas vous casser le moral, mais parce que eux, ce qu'ils voulaient, en fait, c'est que l'État, il impose à UPM de vendre la papeterie à la SCOP. Et moi, je leur disais, en fait, c'est pas possible et ça n'arrivera pas parce que c'est interdit par les traités européens. Dans les traités européens, il y a ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas forcer, ça veut dire plein de choses, mais ça veut notamment dire que l'État ne peut plus forcer une entreprise à vendre à quelqu'un. C'est interdit complètement.
Donc j'étais allé les voir en essayant de leur expliquer, malheureusement ils n'avaient pas voulu me croire ou je sais pas, enfin bref, toujours est-il qu'ils me disaient mais nous on va conserver notre entreprise en étant solidaires, en étant tous soudés, vous allez voir, on va la conserver. Je leur disais bah écoutez j'espère pour vous, mais moi je peux déjà vous dire par avance que ça ne sera pas le cas. Malheureusement pour eux, j'avais raison. On voit, mercredi, les ex-salariés vont porter le récu à UPM. Donc en fait, oui j'ai oublié de dire ça, les salariés en fait ont donc traîné en justice la société UPM pour voir si juridiquement on ne pouvait pas forcer la société à leur vendre. Donc on voit ce qui est écrit dans l'article. Les ex-salariés d'UPM de Celles ont été condamnés par le tribunal de commerce à verser 1 500 € à UPM pour les frais de procédure. Donc on voit qu'il n'y a encore aucun jugement, mais on leur disait déjà que c'était à eux de payer, quoi. Donc ils ont versé les 1 500 € et donc il y a eu toute la procédure juridique qui a été mise en place. Et voilà maintenant ce que ça donne, donc c'est terminé pour eux. Papeterie de Celles débouté, dégoûté, 29 septembre 2015. Le verdict est tombé, le tribunal déboute les anciens salariés et repreneurs potentiels sur toutes leurs demandes. La société UPM ne sera pas obligée de céder ses actifs ni le site. Pas de dommages et intérêts, ni d'experts pour déterminer le prix du site, pas plus que le préjudice. Les salariés sont atterrés du verdict. Et en fait, c'est ce que je leur avais dit, hein, quoi. Vraiment. Quoi. Donc on voit bien que là, juridiquement, en fait, leur recours est tombé complètement à l'eau. Et donc depuis, eh ben, malheureusement, la machine donc, qui était à la papeterie de Celles, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, unique au monde et qui datait de 1598, eh ben, malheureusement, était transférée en Pologne. Ça, donc, c'est la carte de France en 1968. Donc, c'est extrait du livre Le Mystère français. Donc en fait, plus les zones sont marron et plus il y a d'industrie. Et à l'inverse, plus les zones sont vertes, moins il y a d'industrie. Donc on voit qu'en 1968, on était vraiment un pays très industrialisé, enfin, c'était vraiment une force de notre pays. Et donc voilà ce que ça donne en 2008. Donc on voit qu'il nous est vraiment arrivé quelque chose de catastrophique, dramatique, enfin, j'ai même pas les mots. En fait, notre industrie est complètement décimée, elle ne cesse d'être décimée. Et si on avait la carte de 2015, je suis sûr que ça serait encore pire. C'est vraiment quelque chose de dramatique qui est en train de nous arriver. Et on va voir d'où ça vient. Donc la première des causes de toutes ces défaillances d'entreprises, délocalisation et fermeture d'entreprises, en fait, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, en fait, il interdit aux États d'empêcher les mouvements de capitaux. Donc, en fait, ça veut dire qu'une entreprise, avant qui voulait délocaliser, elle demandait l'autorisation à l'État, parce que l'État faisait ce qu'on appelle un contrôle des mouvements de capitaux. Donc, l'État regardait, disait oui ou non suivant les cas. Alors, par exemple, ils avaient dit oui à Peugeot qui avait délocalisé en Iran. Donc, Peugeot avait demandé à ouvrir une entreprise en Iran. L'État avait dit ok, on vous laisse transférer des fonds pour que vous puissiez ouvrir une usine de fabrication de Peugeot en Iran. Par contre, on met un quota de réimportation zéro sur les voitures que vous allez fabriquer là-bas, parce que c'est un pays à très bas coût de salaire, etc. Et donc du coup, on ne veut pas que nos salariés qui sont en France, qui fabriquent des Peugeot, soient mis en concurrence sur notre marché avec les mêmes voitures qui sont fabriquées moins chères. Donc du coup, c'était ok, mais avec quota de réimportation zéro. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était bon pour Peugeot parce que eux, ça leur assure un nouveau marché. C'était bon pour la France parce que du coup, vis-à-vis de l'Iran, eux, ils avaient une chaîne de voitures, de construction de voitures chez eux, française, donc ils s'étaient bien vus, quoi. Je veux dire, ils voyaient bien la France. C'était pas mauvais pour les employés qui travaillaient en France parce que ils n'étaient pas en concurrence à ces voitures-là. Donc au final, voilà, c'était, on va dire, que du gagnant-gagnant. Donc vraiment, maintenant, c'est interdit à l'État d'empêcher les délocalisations. C'est vraiment ça, hein. On ne peut plus interdire une délocalisation. Le deuxième point, en fait, c'est que comme on ne peut plus contrôler les mouvements de capitaux, en fait, on ne peut plus lutter contre l'évasion fiscale. Donc c'est pour ça qu'en fait, toutes les multinationales qui travaillent sous le sol français passent par des paradis fiscaux et ne payent pas d'impôt sur le bénéfice, tout simplement à cause de cette règle.
avant l'évasion fiscale, c'était puni. Donc je vais vous donner un exemple avec le scandale plutôt, enfin, assez récent d'il y a quelques mois du Luxembourg Leaks. Donc c'était des multinationales qui travaillaient en France, qui passaient par le Luxembourg pour déclarer leurs bénéfices au Luxembourg, et donc du coup ne pas payer d'impôt sur le bénéfice en France. Aucune multinationale n'a été traduite en justice, aucune. Donc ça veut bien dire que c'est légal. La seule personne qui a été traduite en justice, c'est le lanceur d'alerte. C'est un jeune de 30 ans qui travaillait donc, pour une société donc, au Luxembourg, qui a sorti tous les documents pour prouver à tout le monde qu'en fait il y avait de l'évasion fiscale de la part des multinationales. Et en fait, il n'y a que lui qui a été traduit en justice. Alors qu'il nous informe de ce qui est en train de se passer. C'est lui qu'on traîne en justice et les multinationales, elles peuvent continuer, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est l'interdiction des contrôles des mouvements de capitaux, c'est entre les États de l'Union européenne, mais également c'est avec aussi les États du monde entier. C'est-à-dire que voilà, on peut aller dans n'importe quel paradis fiscal, qu'on peut faire venir des produits vraiment du monde entier, quoi. Et donc ce traité, il existait déjà dans le traité de Maastricht, et donc c'est vraiment la cause première de toutes les délocalisations, elle est vraiment ici, quoi. Donc la deuxième des causes, c'est l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc cet article, en fait, il encourage une augmentation année après année des échanges commerciaux entre les États de l'Union européenne, mais également entre les États de l'Union européenne et tous les États du monde. Et en plus, la Commission européenne, qui est la gardienne des traités, elle surveille à ce que chaque année, on augmente nos échanges commerciaux avec le monde entier. Donc en fait, c'est à cause de cet article que notre pays est envahi de produits fabriqués à très bas coût de salaire, et c'est pour ça, donc cet article existait aussi dans le traité de Maastricht, et c'est pour ça qu'avant le traité de Maastricht, en fait, on n'avait pas de produits fabriqués, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, au Bangladesh, ça n'existait pas. Et du coup, donc, je vais parler de ce que je connais le mieux, parce que voilà, je suis quand même des Vosges, et on avait une industrie textile qui était énormément présente. Voilà, comme moi quand j'étais petit, on achetait des habits qui étaient fabriqués par nos parents, enfin nos mamans en général. Et voilà, on était habillés par les usines qui étaient chez nous. Maintenant, c'est quasi impossible d'acheter un vêtement fabriqué dans les Vosges, on fait quasiment plus rien à part du linge de maison. Et voilà, je veux dire, on est obligé du coup de prendre ces produits qui sont fabriqués, je vous dis, à la limite de l'esclavage dans les pays. Enfin, moi je trouve ça mais complètement scandaleux, honteux. Et donc il y a le principe donc, qui est noté dans cet article, mais qui revient dans continuellement dans tout un tas d'articles des traités. En fait, le principe de concurrence libre et non faussée, il est vraiment gravé, quoi. C'est ça. Donc ça veut dire que l'État ne peut plus mettre de quotas d'importation et ne peut plus mettre de taxes douanières. Donc voilà, on ne peut plus au final se protéger de ces produits-là. Et puis c'est pour le plus grand bénéfice des multinationales, bien sûr. Hein. C'est pas les citoyens que ça sert. Donc là, c'est un exemple qui va avec donc le point suivant. Donc c'est les transports peureux, donc c'était une société de transport familiale qui avait été créée donc en 1800. C'était vraiment quelque chose, une société de transport très ancienne. Donc on va voir ce que nous dit le dirigeant l'ex-dirigeant des transports peureux. Donc il nous dit: je pouvais encore payer mon personnel, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire demain. Les responsables, selon lui, la concurrence déloyale des pays de l'Est depuis 2009, un vrai rouleau compresseur, ils pénalisent toute l'économie nationale, ils écrasent tout. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le dirigeant Jean-Jacques Peureux, c'est lui qui le dit, donc je veux dire, il sait bien, lui il est dans le domaine, il voit bien la concurrence avec les pays de l'Est. Et d'ailleurs maintenant il suffit juste de se trimballer sur nos routes et nos autoroutes pour se rendre compte qu'en fait on a de plus en plus de camions qui viennent de toute l'Europe, donc qui font les transports directement chez nous. Et encore une fois, comme on se met en concurrence avec des pays où la main-d'œuvre est à très bas coût de salaire,
fatalement, c'est beaucoup plus rentable de faire venir des Bulgares, on va voir après pourquoi, que de faire travailler des transporteurs français, quoi. Donc il a fermé son entreprise, donc le dernier transport c'était le 5 mars 2015 et en fait ça n'existe plus. En fait la cause donc, de ce qu'on vient de voir c'est les articles 45 et 46 du TFUE qui étaient précédemment appelés directive Bolkestein. En fait ces articles ils assurent la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, un travailleur, par exemple bulgare, peut venir travailler chez nous. Alors légalement, ils doivent le payer au niveau du SMIC français. Par contre, tout ce qui est cotisation sociale et salariale, ça se fait dans le pays d'origine. Donc on va voir juste après qu'en fait, il y a une totale disparité entre les pays et qu'il y a des pays où il n'y a quasiment aucune charge à payer. Donc même s'ils payent les gens au SMIC français, c'est toujours plus rentable que de prendre un ouvrier français, quoi. Et en plus, dans bien des cas, on s'est rendu compte que même être payé au SMIC, même ça, c'est pas respecté. Dans plein de cas, ça a été avoué. Après, ça, c'est illégal, quoi. C'est pas quand même autorisé. Donc en fait, la commission, elle a établi ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Donc ça c'est le journal Le Monde, hein. Et c'est les chiffres pour... ça s'arrête en 2014, mais je suis sûr qu'en 2015 ça aura encore augmenté, pardon. Donc on voit qu'en 2005, il y avait à peu près 30 000 travailleurs détachés. Et on voit qu'en 2014, on arrive à 230 000 travailleurs détachés. Donc on voit bien qu'il y a un gros souci, quoi, que on ne peut rien faire et que ça ne cesse d'augmenter. Et qu'en fait c'est dû aux articles 45 et 46 du TFUE. Ça donc c'est tiré directement du site de l'INSEE, hein. Vous pouvez aller le retrouver, il n'y a pas de souci. C'est donc un tableau avec la première colonne, en fait, c'est les SMIC bruts dans l'Union européenne en 2014. Donc on voit qu'il y a des pays où il n'y en a pas, mais en général c'est quand même des pays où le niveau de vie est assez élevé. Mais bon, si on s'intéresse principalement donc à la France, on était donc en 2014, le SMIC était de 1445 € bruts. Et si on compare avec la Bulgarie, le SMIC en Bulgarie, il est de 174 € bruts. Donc déjà, on voit qu'il y a un écart énorme. Et puis, donc, ils ne sont pas les seuls. Hein, je veux dire, on voit, il y a quand même beaucoup de pays où les gens sont quand même très mal payés. Mais ce qui est plus intéressant, en fait, c'est de regarder le coût de la main-d'œuvre en euros par heure. Parce que là, du coup, ça prend en compte toutes les charges qui sont imposées au niveau du travail. Donc en France, le coût de la main-d'œuvre en euros à l'heure, il est de 34,30 €. En Bulgarie, il est de 3,70 €. Donc, comme je l'ai dit juste avant, en fait, c'est beaucoup plus avantageux de prendre un travailleur bulgare pour le faire travailler en France. Parce qu'on voit bien qu'il y a une énorme disparité entre le coût de la main-d'œuvre. Et en fait, il est dû au fait que le SMIC est moindre, mais il est également dû au fait que chez eux, il n'y a quasiment aucune cotisation sociale et salariale. Donc vraiment, on voit bien que c'est beaucoup plus avantageux de prendre un travailleur bulgare. Et juste encore, je termine sur donc les travailleurs détachés. Pour vous donner des exemples, actuellement il y a la COP21, il y a des travailleurs détachés polonais qui s'occupent de tout ce qui est intendance, de monter les chapiteaux, etc. Donc on voit bien, ils prennent des travailleurs détachés. Et il y a quelques mois, il y avait eu le Parti Socialiste qui avait organisé un grand meeting où tous les travailleurs détachés étaient des travailleurs détachés roumains. Donc voilà, ils en profitent plein pot, hein. Ils n'ont aucune pitié. La quatrième des causes, c'est les articles 145, 146 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces articles, en fait, ils touchent à la politique de l'emploi. Donc l'article 145, en fait, il nous dit que les politiques de l'emploi doivent être coordonnées pour les États de l'Union européenne. Donc
comme on l'a vu juste avant, moi je me demande bien comment on va pouvoir coordonner les politiques de l'emploi, quoi, parce qu'on a vraiment, il y a de tels écarts que ça va être très compliqué, quoi. En plus, à mon avis, ça risque bien d'être à notre détriment. Donc voilà, il faut se méfier, on prend énormément de ça. Et une main-d'œuvre adaptable à l'économie. Donc j'ai mis adaptable entre guillemets parce que moi je trouve ça honteux, des termes comme ça dans les textes de loi. Ça veut dire que si votre économie elle va pas bien, bah, votre main-d'œuvre faut qu'elle s'adapte. Et donc du coup, c'est ce qu'on voit en ce moment où on demande aux gens de retravailler des heures en plus, par exemple de faire 38 heures payées 35. Enfin, c'est ce qu'on demande en ce moment dans certaines entreprises. Donc c'est vraiment ce qui est demandé pareil dans l'article 145. L'article 146 du TFUE, il fixe que les politiques de l'emploi des États, elles doivent être compatibles avec les grandes orientations de politique économique. Donc on a vu tout à l'heure dans les GOP ce qui nous était demandé. Enfin, ça confirme ce que je disais, en fait, c'est l'article 146, c'est que de confirmer qu'en fait l'État doit appliquer les grandes orientations de politique économique. L'article 148 du TFUE, il nous dit que chaque année, la Commission soumet des conclusions aux États, elle lui fixe les lignes directrices des politiques nationales de l'emploi. Donc, encore une fois, on voit bien que c'est la Commission européenne qui donne une feuille de route chaque année, donc les GOP, aux États de l'Union européenne. Et ça confirme ce que je disais avant. Donc la conclusion à ma question numéro 2, quelles sont les conséquences des délocalisations et des défaillances d'entreprises? En fait, c'est les articles 32, 45, 46, 63, 145, 146 et 148 du TFUE. Et encore une fois, nos gouvernements, c'est des marionnettes, c'est des pantins, quoi. Ils ne décident de rien, il ne faut que d'appliquer ce qu'on leur demande en permanence. Maintenant, on va voir qui prend les décisions dans l'Union européenne. Donc là, j'ai mis une petite image, l'Europe, une dictature qui se met en place. On pourrait dire que j'exagère, mais en fait, on va voir que j'exagère pas du tout, quoi. Donc, on va voir une première catégorie, c'est ce que j'appelle les 100 pouvoirs de l'Union européenne. Donc là, je vais vous parler des institutions de l'Union européenne, on va voir quel est leur rôle. Donc, dans les 100 pouvoirs, il y a le Parlement européen. Donc c'est les seuls élus européens, c'est les seules personnes vraiment pour qui on vote au niveau de l'Europe. Donc on a 74 députés français sur 751, ce qui fait 9,85% de députés français. En plus de ça, donc sur les 74 députés français, ils viennent de tous les horizons politiques. Donc des gens entre eux, ils sont d'accord sur rien, quoi. Enfin, voilà. Et quand on regarde dans le détail, c'est-à-dire donc dans l'article 14, là cette fois non plus du TFUE mais du TUE, donc le traité sur l'Union européenne. Donc là, l'article 14 nous définit le rôle du Parlement, et en fait son rôle est uniquement consultatif. Donc en fait, il n'a pas de rôle, on consulte. Il ne sert à rien, c'est pour nous faire croire qu'il y a une démocratie. C'est simplement pour ça. Un exemple pour confirmer ce que je suis en train de dire. En 2013, la Commission européenne a voulu introduire des maïs OGM sur le marché des pays de l'Union européenne. Donc la Commission a soumis au vote le Parlement européen. Le Parlement européen a voté et il s'est présenté, il a dit en fait, d'après le vote, en fait il y a eu 65% des députés qui étaient contre. Donc, a priori, on devrait se dire, vu que les députés sont contre, la Commission, elle ne va pas autoriser l'introduction des OGM. Eh ben non, elle a dit, ok, vous êtes contre les parlementaires, c'est pas grave. Nous, on veut quand même introduire les OGM, les maïs OGM. Donc du coup, on les autorise. Et puis du coup, c'était retranscrit en droit français. Et maintenant, les maïs OGM sont autorisés en France uniquement à cause de la Commission. Les parlementaires étaient contre, mais on est passé au-dessus parce qu'en fait, ils n'ont pas de rôle. C'est un rôle factice. La deuxième entité de ce que j'appelle les 100 pouvoirs de l'Union européenne, c'est le Conseil européen. Donc là, c'est les chefs d'État, donc de chaque pays de l'Union européenne. Donc ce sont des élus nationaux. Je veux dire, quand il y a l'élection présidentielle, on n'a jamais entendu quelqu'un nous dire, un des candidats se présenter en nous disant
écoutez, c'est très important de voter pour moi parce que moi je vais être dans le Conseil européen et puis je vais représenter la voix de la France dans le Conseil européen. Mais les manettes, je les ai plus, quoi. Enfin, c'est au niveau de l'Europe que on n'a jamais entendu ça. À chaque fois, ils nous promettent monts et merveilles, ils nous font des grandes promesses, etc. Et ils nous disent jamais qu'ils vont, c'est très important de voter parce qu'ils seront dans le Conseil européen. Donc, on a 1 sur 28, ce qui fait 3,6% de Français. Et donc, quand on regarde pareil dans le détail, donc là c'est l'article 15 du traité sur l'Union européenne, quel est le rôle du Conseil européen? En fait, il est écrit qu'il n'y a pas de fonction législative et que le Conseil européen en fait ne fait que suivre les orientations de la Commission. Donc en fait, la Commission leur dit voilà, on va aller dans telle direction, et bien eux, ils vont faire que de suivre. Donc, encore une fois, ils n'ont pas de pouvoir. Ensuite, le troisième organisme de l'Union européenne, de ce que j'appelle les sans-pouvoirs, de la catégorie des sans-pouvoirs, c'est le Conseil de l'Union européenne. Donc là, c'est les ministres de chaque pays par domaine. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas du commerce, donc ça va être chaque ministre du commerce de chaque pays de l'Union européenne. Donc on en a 1 sur 28, ce qui fait, encore une fois, 3,6% de Français. Et encore une fois, c'est des élus nationaux. Quand on a l'élection présidentielle, on n'entend jamais les candidats dire « Écoutez, c'est très important de voter pour nous, parce que moi, je vais nommer des ministres qui vont représenter la voix française et défendre la voix française dans le Conseil de l'Union européenne. » On n'a jamais entendu ça, quoi. Enfin, on n'explique jamais ça aux Français. Encore une fois, on leur dit « On va former un gouvernement qui va vous permettre d'avoir le plein emploi, etc. etc. » Enfin, du pipeau, quoi. Et donc, quand on regarde, là, c'est l'article 16 du TUE, quel est le rôle du Conseil de l'Union européenne? Donc, il a des fonctions législatives et budgétaires, par contre, qui doivent être en conformité avec les traités. Donc, déjà, on voit que ça limite grandement le champ d'action. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si les ministres, enfin, admettons que les ministres français disent, bah écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une loi pour pouvoir lutter quand même contre l'évasion fiscale. En fait, non, c'est pas possible parce que c'est contraire aux traités. Donc, il faut que ça soit toujours en conformité avec les traités. Donc, en clair, ils ont très peu de pouvoir. Là, maintenant, on passe à la catégorie de ce que j'appelle les dictateurs de l'Union européenne. La première institution, c'est la Commission européenne. Donc là, c'est des fonctionnaires européens, ils sont nommés. Oui, personne ne vote pour les commissaires européens. Et le seul critère sur lequel ils sont choisis, il n'y en a pas d'autre. Le seul critère, c'est leur indépendance vis-à-vis des États. C'est-à-dire qu'on s'assure de trouver une personne qui ne défendra jamais l'intérêt de son pays, et c'est lui qu'on nomme en commissaire européen. Donc on a un commissaire sur 28, ce qui fait encore une fois 3,6% de Français. Là, il y a quelque chose qui est dramatique, c'est qu'en fait, il y a une énorme concentration des pouvoirs au niveau de la Commission. En France, la séparation des pouvoirs, ça date de Montesquieu. Enfin, je veux dire, moi, ça me rend dingue quand je vois ça, quoi, que je vois qu'en fait, tous les pouvoirs sont concentrés au niveau de la Commission. C'est proprement scandaleux. Donc, je ne les ai pas tous mis, mais la Commission européenne, elle a un rôle législatif, exécutif. C'est elle qui a l'initiative de tous les traités et les actes législatifs de l'Union européenne. Il n'y a que elle qui peut proposer une loi. Elle gère le calendrier, elle gère le budget, elle gère la représentation extérieure de l'Union européenne. Donc, en fait, elle a quasiment tous les pouvoirs. Donc elle a également appris ce qu'on appelle la gardienne des traités, c'est-à-dire qu'elle s'assure que les États de l'Union européenne respectent bien les traités, et si jamais elle se rend compte qu'il y en a un qui ne respecte pas, et ben, tout de suite elle les traîne devant la Cour de justice européenne, qui, derrière la Cour de justice, met des amendes salées au pays pour vite les inciter à mettre en place la règle qu'elle ne respecte pas. La deuxième institution de ce que j'appelle les dictateurs de l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne, donc la BCE. Donc c'est une banque qui est complètement indépendante. Donc en fait, on n'a aucun contrôle dessus, que ce soit au niveau de l'Union européenne, de l'État, de quoi que ce soit, on n'a aucun contrôle sur elle.
C'est donc du coup par le fait, c'est une banque privée, comme elle est reliée à aucun service public, à aucune institution publique, c'est vraiment une banque privée. Ces banquiers, encore une fois, le seul critère, c'est comme pour la commission, quel est le critère pour le fait qu'ils soient nommés, comment on les choisit, en fait, c'est leur indépendance vis-à-vis de leur État. Donc encore une fois, on s'assure de trouver quelqu'un qui défendra jamais l'intérêt de son pays. Donc on en a un sur 28, ça fait 3,6% de Français. C'est la seule institution donc, avec ce qu'on appelle le SEBC, donc c'est le système européen des banques centrales, donc c'est une petite parenthèse, mais il faut savoir que l'euro, en fait l'euro c'est pas une monnaie unique. L'euro c'est même pas non plus une monnaie commune. En fait c'est un faisceau de monnaies différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une banque de France, il y a toujours une banque de Grèce, il y a toujours une banque d'Allemagne, etc., etc. Et les États, en fait, empruntent à des taux d'intérêt différents. On voit bien, les Grecs, ils empruntent à des taux très élevés, alors que les Allemands et les Français empruntent même actuellement à des taux négatifs. Donc on voit bien que c'est pas une monnaie commune. On a le même nom, ça s'appelle euro. En fait, c'est une monnaie qui est complètement différente suivant qu'elle ait été créée par la Banque de France, la Banque de Grèce ou la Banque d'Allemagne. Donc, la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui gère toute la politique monétaire, et notamment de ce qui est des taux d'intérêt. Donc, elle a vraiment un rôle primordial pour tout ce qui est de la politique monétaire, qui est une des compétences essentielles de la souveraineté. Alors voilà ce que ça donne sur un organigramme. Donc on voit clairement que les banques, donc la Banque Centrale Européenne et la Banque Européenne d'Investissement, elles sont complètement déconnectées du système de l'Union Européenne, elles n'ont aucun lien avec les autres institutions. Et par contre, on voit bien que la Commission européenne, elle a un rôle central, qu'elle est reliée à toutes les institutions, et qu'en fait, c'est elle qui mène le système de l'Union européenne. Et on voit là-haut notre pauvre Parlement européen qui vraiment est dans un coin et qui vraiment ne sert à rien. Donc voilà ce que ça donne. Donc toutes ces institutions ne sont pas élues. Là, c'est pas des élus nationaux. Là, donc c'est les seuls élus européens. Là, c'est des élus nationaux. Là, c'est des élus européens, mais qui n'ont pas d'initiative, ils sont vraiment juste, comme je l'ai dit, qui ont un rôle juste consultatif. Et là, pas élus européens non plus. Donc au final, voilà la démocratie européenne. Moi, j'appelle ça clairement une dictature, quoi. C'est confirmé en fait dans les articles 4 et 5 du traité sur l'Union européenne. Les États de l'Union européenne doivent appliquer les traités, orientations, directives, réglementations, etc., de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où il y a un acte législatif qui est émis au niveau de l'Europe, automatiquement, les États membres doivent le retranscrire dans leurs droits nationaux. Et c'est ce qu'on voit quotidiennement. Et la meilleure des preuves, en fait, elle nous a été donnée par Viviane Reding, qui était une commissaire européenne pour le Luxembourg. Donc je crois que de mémoire que c'était en 2013, elle est venue à l'Assemblée nationale dire aux députés français qu'en fait il n'y avait plus de politique intérieure, il n'y avait plus qu'une politique commune partagée. Donc en fait elle dit aux députés il n'y a plus de politique française, la politique c'est la politique de l'Europe. Et elle leur a dit 80% des textes de loi qui sont émis dans votre pays en fait ne sont que des retranscriptions des traités européens, des directives et des réglementations européennes. Elle leur a dit clairement, et vous pouvez retrouver la vidéo sur internet, vous regarderez, vous voyez la tête des députés français. Alors il n'y en a pas un qui se lève, qui la contredirait ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais la tête qu'ils font, c'est parlant, franchement c'est vraiment parlant. Donc ma conclusion à la question numéro 3, qui prend les décisions dans l'Union européenne? En fait, c'est la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et encore une fois, nos gouvernements ne sont que des pantins, des marionnettes. J'ai même pas de qualificatif assez fort pour ce qu'ils sont, parce que c'est vraiment, ils font que d'appliquer en permanence ce qu'on leur dit, quoi.
Alors on peut me dire, et c'est ce qu'on nous dit souvent, oui mais on va pouvoir changer l'Union Européenne, il faut changer tout ça pour faire, je sais pas moi, une Europe sociale ou écologique ou etc. Donc on va voir ce qu'il en est. Avant, donc ça c'est la carte donc, des pays membres de l'Union Européenne avec leur couleur politique. Et donc d'entrée, en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme cohabitation en fait. Il y a tout un tas de partis différents qui cohabitent, sans compter qu'en plus on a des intérêts nationaux divergents. C'est-à-dire que par exemple, ben, nous, la France, on est un pays quand même industriel et agricole, donc il faudrait qu'on ait des lois qui protègent nos agriculteurs et nos industries. A l'inverse, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, eux, ils ont besoin de lois qui ouvrent les mouvements de capitaux, etc. Donc, pour revenir sur les traités européens, on n'y arrivera pas parce qu'il faut l'unanimité. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais bon, enfin, on se rend bien compte, rien qu'en examinant les différents... rien qu'en regardant cette carte, on se rend bien compte qu'il y a des élus de droite, de gauche, des verts, d'extrême gauche, enfin bref, et au final, il y a vraiment une cohabitation permanente. Alors maintenant, je vais vous passer plusieurs petites vidéos. Et à chaque fois, en fait, sur la première image de la vidéo, c'est les professions de foi des candidats aux dernières élections européennes. Et en fait, on va voir qu'à chaque fois, ils nous disent qu'ils veulent changer l'Europe, une autre Europe, renégocier l'Europe, etc. Rebâtir l'Europe. Donc, je reviens donc sur le cadre des élections européennes. On vote pour les députés, donc on l'a vu tout à l'heure, vraiment pour ceux qui n'ont pas de pouvoir, quoi, hein, ceux qui ont un rôle consultatif. Donc, quand ceux du PS, ils nous disent, donc Édouard Martin et Catherine Trottmann, là, quand eux, ils défilent partout dans les médias, etc., pour dire aux gens, votez pour nous, on va choisir notre Europe, comme si c'était eux qui allaient pouvoir imposer l'Europe qu'ils veulent. Ils se payent la tête du monde. Donc on va voir ce qu'ils disent. Ça, c'est le référendum de 2005. L'Europe sociale passe par le oui, c'est ce que vous avez promis le Parti socialiste. Je rappelle que les Français ont refusé le référendum de la Constitution européenne, l'ont quand même eu avec le traité de Lisbonne de 2008. Vous voyez à quel point effectivement l'Europe sociale passe par le oui, puisque au nom de la Constitution européenne, tous nos acquis sociaux sont actuellement en train d'être détruits. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui ont voté oui parce qu'ils ont cru ce même électeur qui est un menteur qui leur a dit l'Europe sociale passe par le oui. Alors que tout le monde savait, que les gens qui se donnaient la peine de lire et d'écouter savaient que c'était le contraire. On a affaire à donner cette entrée ouverte. Vous voyez, hein, en fait, ils ont dit que les traités là, ça allait être des traités qui allaient faire une Europe sociale. C'est vraiment, c'est du pipeau, hein, on s'est payé notre tête. Hein. Maintenant, donc, que proposent les Républicains? Donc, pour la France, agir en Europe. Encore une fois, comme si c'était Nadine Morano qui allait changer l'Europe à sa manière. Enfin, vraiment, on se paye la tête du monde, quoi. C'est incroyable. J'étais candidat aux élections européennes. On est allé dans les différents meetings des partis. Alors, quand on allait voir Nadine Morano, elle promettait qu'elle allait empêcher les délocalisations, qu'elle allait renforcer l'industrie, etc. Et donc, moi, on lui a posé des questions et on lui demandait, écoutez, comment vous allez faire avec notamment l'article 63. Elle nous a répondu que c'était beaucoup trop technique pour elle, qu'elle voulait voir des choses concrètes. Après, elle nous a fait un discours de politicien, mais elle nous a clairement dit que, l'article 63, je ne sais même pas si elle sait c'est quoi. Et, elle, vraiment, c'est honteux, je trouve, de se moquer des gens à ce point-là. Si la seule chose qu'elle a réussi à me répondre, parce qu'elle voyait bien qu'on était contre l'Europe, c'est « Ah, mais vous comprenez, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. » Enfin non, elle a commencé en disant « Vous êtes jeune, vous savez, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc on est bien obligé d'avoir l'Union Européenne. » Comme si j'étais pas au courant qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, comme si c'était l'Union Européenne qui avait mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est n'importe quoi. Le raisonnement ne tient pas la route, quoi.
Sur l'UMP, je rappellerai quand même ce qu'en 2005, M. Nicolas Sarkozy disait. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Si vous votez non à la référendum sur la Constitution européenne, ça ne vous fera même pas plaisir. Donc, c'est un menteur, moi je dis non, ça vous fait très plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Ils savent que ça ne marche pas. Ils savent pertinemment que ça nous mène dans le mur. Parce que c'était lors de ce déplacement entre deux campagnes, entre 2011 et 2020. Et Sarkozy dit alors votez oui. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Deuxième preuve que c'est un menteur, parce que c'est bien dit aujourd'hui, c'était en 2005. On a dû perdre à peu près quelque chose comme 1,6 million d'industriels. Le taux de pauvreté s'est accru considérablement. Le nombre de pauvres actuellement augmente en France. Les gens qui basculent en dessous du seuil de pauvreté augmentent de 800 par jour selon les statistiques de l'INSEE. Donc c'est bien pire qu'en 2005. Vous voulez changer l'Europe, votez oui. C'est la notion de changer l'Europe. On voit, en fait, ils nous disent tous la même chose, hein, qu'ils veulent changer. Donc là, les Verts, reprenons la main sur l'Europe pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Encore une fois, comme si c'était Cohn-Bendit qui allait remettre la main sur l'Europe et puis faire l'Europe comme il voulait, quoi. Enfin, c'est absurde. Nous, écologistes, nous sommes pour une région plus fédérale. Et je vais même vous dire, le problème, c'est aussi le problème de l'État-nation. Moi, je vous dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Je le reconnais, enfin, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, hein, mais je leur reconnais une chose aux Verts, c'est comment ils sont francs. Ils disent clairement qu'ils veulent démembrer la nation, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure avec les euro-régions. Et si vous allez sur le site des Verts, en fait, vous allez trouver une carte de ce qu'ils appellent l'Europe des régions, où en fait, l'Europe est complètement fragmentée en régions. Bonsoir. Et donc vraiment, elle nous le dit clairement, quoi, qu'elle veut démembrer tout ça, quoi. Donc maintenant, on va voir ce que nous dit M. Mélenchon et le Front de gauche. Rompre et refonder l'Europe, pour en finir avec cette Europe. Encore une fois, comme si c'était M. Mélenchon qui allait faire l'Europe comme il veut, quoi. Enfin, vraiment, on se paye la tête du monde en permanence. D'ailleurs, M. Mélenchon a un blog, il est député pour changer l'Europe. C'est clair, il est là pour changer l'Europe. Alors moi, tout le temps, ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'ils attendent pour changer d'Europe? Ça fait plusieurs mandats qu'il est député européen. Qu'est-ce qu'il attend, bon sang? Qu'il le fasse, quoi. En fait, il ne peut pas, tout simplement. Alors là, les deux dernières vidéos sont un petit peu plus longues, parce que bien souvent, ce qu'on nous dit, c'est « Ah, mais vous n'êtes pas le seul à proposer de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il y a également le FN, et puis debout la France. » Et systématiquement, on répond que, d'une part, on paye une caisse de champagne à quiconque trouve une profession de foi où il serait écrit qu'il propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc déjà, ça n'existe pas. Deuxièmement, dans leur discours même, ils nous disent qu'ils ne veulent pas en sortir. Donc qu'on ne vienne pas après nous dire que le FN dit la même chose que nous, c'est pas vrai. Donc on voit profession de foi du FN pour les élections européennes, pour une autre Europe des peuples libres et des nations souveraines. Donc on va bien, c'est encore l'autre Europe, hein. On a encore les mêmes singeries. Là, c'est directement sur leur site, renégociation des traités afin de rompre avec la construction européenne. Renégociation des traités, ils ne veulent pas en sortir, ils veulent renégocier. En plus, ils nous disent des bêtises, parce qu'ils disent avec l'article 50, alors que l'article 50 prévoit uniquement de sortir, il ne prévoit pas de renégocier. C'est l'article 48. Vous n'avez pas d'autre chose d'abord que de constater que l'euro va s'effondrer lui-même. Donc il faut anticiper, comme l'a dit Marine Le Pen, la sortie de l'euro, redonner à la Banque de France ses prérogatives, c'est-à-dire revenir sur la loi de 1973. Donc elle est élue immédiatement, elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là. Oui, il ne faut pas dire n'importe quoi. Préciser, nous sommes un État au milieu d'autres États européens et nous sommes liés
entendre qui sait dans sa cuisine, qui prépare le petit déjeuner des gosses, ou bien du père de famille qui est là dans son garage en train d'assister sa mobilette. Et ils écoutent leur après il y a bien qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? On entend au Miano la sortie de l'euro. Alors il y a des gens qui arrêtent de dire j'ai entendu le Miano parler de la sortie de l'euro. Oui, il a parlé de la sortie de l'euro. Il a parlé de la sortie de l'euro, mais il a dit que non, justement, il ne s'agissait pas d'en sortir. Que justement, vous comprenez, il ne faut pas dire n'importe quoi. En fait, Jean-Jacques Bourdin, c'est une scène montée, ça avait été orchestré auparavant. Il y a Jean-Jacques Bourdin qui dit donc elle est élue immédiatement, elle sort de l'euro. Non, pas immédiatement, c'est là que, donc oui, mais vous comprenez, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ah ben alors, préciser, nous sommes un État au milieu d'autres États européens, et oui, il y a l'euro. Et nous sommes liés avec les États européens, mais vous avez dit le contraire, il faut c'est le remarquer. Nous comptons sur votre temps. Alors, après, il y a nous dit alors, elle veut la sortie de l'euro, mais elle nous dit sur l'idée affirmée du général de Gaulle ou sur l'idée fédéraliste de Jean Monnet. D'ailleurs, la première chose que ferait Marine Le Pen, c'est de demander un sommet européen pour parler de la reconstruction de l'Europe. Pour parler de la reconstruction de l'Europe. On va parler de la reconstruction de l'Europe. Et où est l'engagement? Où est le truc sur lequel l'électeur va pouvoir se dire là, je tiens un truc solide? Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, n'a jamais été mon projet, n'a jamais été mon projet, n'a jamais été mon projet. Le 17 juillet 2013, le PFL confirme qu'il ne propose pas la sortie de l'euro. Il ne fait que ça, d'ailleurs. Donc on voit bien, c'est eux-mêmes qui le disent, qui veulent ni sortir de l'euro, ni sortir de l'Union Européenne. Donc après qu'on ne vienne pas me dire qu'ils disent la même chose que nous, quoi. Nous, à l'UPR, vous n'entendrez jamais quelqu'un dire « Oh, on va changer l'Europe, on va renégocier les traités ». Ça n'existe pas. Nous, on est clairement, on dit on en sort par l'article 50. Alors là, c'est le pompon, je crois, debout la France. Donc vraiment, je me demande comment on peut mentir à ce point et puis raconter vraiment des imbécilités à ce point. Alors là, avec M. Dupont-Aignan, nous avons la technique du caméléon et le stratagème de l'ambiguïté permanente. l'autre Europe, c'est la tarte à la crème du PS et de l'UMP pour passer les élections les unes après les autres. L'Europe sociale, nous avons fait encore il n'y a pas longtemps à la télévision, l'Europe des frontières pour Sarkozy, avec les États-Unis, bref, c'est le cirque de l'autre Europe. C'est pas l'autre Europe, mais c'est pas non plus, on sort de tout et puis on verra. Ça ne marchera pas vis-à-vis des Français. Et moi je vous le dis parce que j'en suis convaincu, nous sommes tout à fait capables, par le rassemblement des patriotes, sur une ligne républicaine irréprochable, à dire aux Français, voilà, la liberté de la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on renégocie tous les traités. On sort de l'UE, mais qu'on le formule autrement. On renégocie tous les traités. Une dernière question. Moi, par exemple, mon analyse, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne et user de l'article 50. Et le seul candidat qui proposait cela était François Asselineau, qui était complètement occulté des médias et qui, du coup, n'a pas eu ses 500 signatures. Donc, qu'est-ce qui reste? Oui, vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne? Je refuse le terme de sortie de l'Union européenne, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas à sortir du continent où on est. En revanche, je veux renégocier tous les traités pour qu'on refonde une Europe des coopérations respectant les nations. Mais je ne vais pas vous mettre en tort, on est l'Europe, on est au cœur de l'Europe. On n'a pas à sortir, on va sortir la France de ce continent géographique. Est-ce que j'ai dit le peuple? Donc on voit, c'est renégocier les traités, puis il fait peur aux gens en disant « Oh, on va sortir la France du continent ». Mais comme si, par exemple, les Suisses qui sont jamais rentrés dans l'Union européenne, on avait pris la Suisse et puis qu'on l'avait mis au milieu de l'Atlantique. Enfin, c'est du délire plus récent. Donc on voit tous les partis, mais j'insiste vraiment, il n'y a aucun autre parti qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça n'existait, enfin, il n'y a que l'UPR.
Les autres, ils se moquent du monde, quoi. Ils disent on va renégocier les traités, on va changer l'Europe, on va faire l'Europe sociale, on va faire l'Europe machin. Mais voilà quoi, il n'y en a pas un autre qui propose d'en sortir. Alors maintenant, donc, il y a une dernière petite vidéo qui explique vraiment comment on peut changer les traités de l'Union européenne. Et donc c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne qui permet de renégocier les traités et de les changer. Et en fait, on va voir que c'est impossible de changer les traités. Une autre Europe est-elle possible? Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple, de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à 1 jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut bien comprendre qu'en fait, l'autre Europe, c'est un mythe, quoi. Il faut l'unanimité, donc on n'y arrivera jamais. C'est pas possible, quoi. Donc, vraiment, je m'en garde là-dessus, mais il faut vraiment... tous ceux qui vous promettent de changer les traités, de les renégocier, etc., c'est du pipeau, ils se payent votre tête, quoi, mais clairement. L'article 48, en fait, il est là pour justement bloquer et faire en sorte que ça soit un système complètement autobloquant et qu'on ne puisse pas changer les traités, quoi. Donc en fait, l'autre Europe, elle est clairement impossible. Donc c'est à cause de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité des États pour changer les traités, et que comme les nations ont des intérêts divergents, ça qu'on veut ou non, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et on a c'est des paradis fiscaux, nous on est un pays industriel, etc. Donc on n'a pas les mêmes intérêts, donc forcément on ne va pas vouloir les mêmes lois, quoi. Et donc c'est ce qui fait que c'est un système complètement autobloquant, et qu'au final, qui c'est qui peut tirer les manettes de ça? Uniquement les grands lobbies financiers et industriels. Il n'y a que eux, parce que eux, du coup, c'est ce qu'on appelle le lobbying. Avant, en France, on appelait ça trafic d'influence, quoi, hein. Ça allait de marcher des élus, leur faire un petit chèque, les inviter sur un yacht, etc., etc. Et en fait, il n'y a que comme ça que ça marche et qu'on arrive à avoir des nouveaux traités, quoi. Sinon, quand il faut vraiment qu'ils se mettent d'accord entre eux, ça n'aboutit jamais sur rien. Alors, le cinquième point, c'est est-ce qu'il y aurait une catastrophe en cas de sortie de l'Union européenne et de l'euro?
Donc là, c'est les chiffres de 2014, mais je ne m'y attarde pas plus que ça parce que ça change chaque année. Mais en gros, chaque année, la France, elle cotise entre 21 et 24 milliards d'euros et elle en retouche que 14. Donc par exemple, en politique agricole commune, en fonds FEDER, les fonds pour les régions. Donc en fait, ce qu'on appelle les fonds européens, donc la politique agricole commune, les fonds FEDER, en fait, c'est de l'argent français, c'est de l'argent des contribuables français. Encore une fois, chaque année, on donne entre 21 et 24 milliards à la Commission, qui nous en redonne que 14. Donc on perd chaque année entre 7 et 10 milliards. Donc vraiment, déjà, rien que quand on voit ça, on se rend compte qu'en fait, chaque année, on économiserait entre 7 et 10 milliards. Donc voilà, ce serait tout bénéfice déjà rien que vis-à-vis de ça. Maintenant, donc ça, c'est un petit graphique qui vient direct de Eurostat, hein, donc c'est l'organisme qui s'occupe de faire les statistiques pour l'Union européenne. Donc on voit la courbe en bleu, c'est la courbe du taux de chômage dans les pays de la zone euro. Et la courbe en orange, c'est pareil, la courbe du taux de chômage, mais pour les pays qui sont hors zone euro. Et donc quand on regarde en 2000, donc à l'introduction de l'euro, donc voilà, les pays qui... Enfin déjà, les deux zones, on voit que voilà, elles étaient au même niveau au niveau du chômage. Et quand on regarde l'évolution donc, des pays qui n'étaient pas dans la zone euro, et ben, on voit que ça a légèrement baissé. Donc voilà, hein, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Par contre, quand on regarde les pays de la zone euro, en fait, on se rend clairement compte qu'à partir en gros de 2008 et de la crise économique, en fait, notre taux de chômage, il explose. Alors, il y a plusieurs raisons, mais notamment, en fait, la raison première, c'est que l'euro, en fait, est une monnaie beaucoup trop forte pour la plupart des pays membres. En gros, elle convient qu'à l'Allemagne. Et du coup, comme ça se joue au niveau de la France, mais on va prendre l'exemple le pire, c'est la Grèce, comme ils ont une monnaie beaucoup trop forte pour leur économie, du coup, ils ne peuvent plus rien exporter, parce qu'au niveau du taux de change, vis-à-vis des pays qui voudraient acheter, par exemple, un produit en Grèce, en fait, c'est totalement, ça les défavorise totalement. Ils préféreront largement aller chercher le produit en Allemagne qu'en Grèce, ou alors dans un pays qui est hors zone euro. Mais en fait, la Grèce a une monnaie beaucoup trop élevée par rapport à son économie, quoi. Donc en fait, l'euro, il creuse le fait qu'on aura toujours plus de chômage, quoi. Ça, c'est vraiment indéniable, quoi. Je veux dire, quand on voit ça, on se rend clairement compte que l'appartenance à l'euro, elle nous crée du chômage. Parce que, encore une fois, au niveau du commerce international, on n'est vraiment pas attractif, on a une monnaie trop forte. Si on avait un franc qui était dévalué de aller, admettons, 10-20%, on redeviendrait attractif et du coup les entreprises reviendraient vers la France pour racheter des produits. Alors que là, ils préfèrent aller l'acheter ailleurs dans le monde, quoi. Donc, est-ce que ce serait une catastrophe si on sort de l'Union européenne? Donc en fait, clairement non. Donc déjà, il faut savoir qu'on a deux exemples. Il y a déjà deux endroits dans le monde, enfin donc il y a le Groenland et l'île de Saint-Barthélemy qui sont sortis de l'Union européenne. Donc voilà, ils sont sortis, tout se passe très bien pour eux, quoi. Ils n'ont pas eu de la misère qui explosait ou je ne sais quoi, tout se passe très bien. Alors, on me dit bien souvent, oui, mais c'est des tout petits pays. Alors oui, il faut savoir, parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut s'allier pour être plus fort, pour pouvoir peser dans le monde, et puis d'un autre, on me dit que des petits pays pourraient pas, qu'eux, ils peuvent s'en sortir tout seuls, mais que nous, on ne pourrait pas. Donc il y a un problème de logique quelque part. Et encore une fois, un petit pays, il arrive à faire sa place, et les gens, ils vivent très bien là-bas, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc il n'y a pas à être lié avec les 28 pays aux alentours, ça c'est de la folie, les 27 pays aux alentours. La Suisse et la Norvège, donc, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui ne sont pas dans l'euro, et pourtant qui sont dans l'Europe géographique, et ils se portent on ne peut mieux. Suivant un classement de l'ONU qui prend vraiment tout un tas de critères au niveau du chômage, de l'emploi, de l'éducation, du remboursement de la santé, etc., mais vraiment tout un tas de critères. Les deux pays qui arrivent en tête du classement, c'est la Suisse et la Norvège. Donc voilà quoi, c'est bien parce que eux, ils peuvent mener la politique qui leur convient, une politique indépendante qui convient à leur peuple,
C'est bien grâce à ça qu'ils arrivent à avoir les pays où il fait le meilleur vivre au monde, quoi. J'ai mis donc les pays de ce qu'on appelle les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. J'aurais pu prendre bien d'autres exemples, mais c'est pour montrer ces pays-là, ils n'ont pas fusionné avec les 27 pays aux alentours. Pourtant, ils se développent, voilà, ils ont une croissance qui est vraiment très forte chaque année. Et on ne leur demande pas, on leur dit pas, pour peser dans le monde, liez-vous avec les 27 États aux alentours, quoi. Donc on voit bien que quand des pays indépendants mènent une politique cohérente avec leurs besoins, ben, ça marche très bien pour eux, quoi. Et donc, j'ai mis en bas souveraineté retrouvée égale choix démocratique retrouvé. Dans la Constitution française, donc j'ai aussi ici, le principe de la souveraineté, parce que bien souvent, quand on parle de souveraineté, les gens, c'est presque un gros mot, quoi. C'est vous êtes nationaliste ou je ne sais quoi, alors que non, si on prend la Constitution française, je pourrais vous le montrer, elle est là. Le mot souveraineté revient constamment. Alors, en fait, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Alors moi, je dis toujours à ceux qui me disent « Ouais, t'es un souverainiste ou je ne sais quoi », non, en fait, c'est soit on est pour la souveraineté et on est pour la démocratie, soit on est contre la souveraineté et on est contre la démocratie. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc aux gens qui me disent que je suis un souverainiste, eh ben moi je leur réponds qu'eux ils sont contre la démocratie, tout simplement. Est-ce que la sortie de l'euro serait une catastrophe? Alors déjà, je fais une petite parenthèse, à l'UPR on a un des plus grands spécialistes de l'euro, qui est Vincent Brousseau. Donc en fait, Vincent Brousseau, il a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne, donc depuis la création de la BCE jusqu'à peu de temps, quelques mois avant les élections européennes, où il a démissionné de son poste à la BCE pour rejoindre l'UPR et être présent sur nos listes, donc il était tête de liste dans la région centre. Et en fait, Vincent Brousseau, c'est quelqu'un qui à la base était convaincu par l'Europe. En fait, lui, il pensait qu'on allait arriver à un État Europe, qu'il n'y aurait plus de France, qu'il n'y aurait plus d'Allemagne, qu'il n'y aurait plus... Et que du coup, on transférerait des fonds des parties les plus riches, donc principalement de l'Allemagne, on transférerait des fonds allemands vers des fonds des endroits les plus pauvres, où ils sont le plus nécessiteux, comme par exemple en Grèce. Comme ça se fait dans un pays, c'est-à-dire que dans un pays, on transfère des fonds des régions et des départements pauvres vers les riches, vers les régions et départements pauvres. Donc, ils pensaient que ça allait vraiment, qu'on allait aboutir à la même chose. Sauf qu'on a beau dire, on a beau faire ce qu'on veut, les gens, ils se sentent français, ils se sentent allemands, ils se sentent grecs. Vous passez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, vous êtes de quelle nationalité? Personne ne va vous répondre, je suis européen. Les gens vont répondre, je suis français. Ils ne vont jamais vous dire, je suis européen, ça n'existe pas. Donc du coup, comme on ne se sent pas appartenir à l'Europe, fatalement, par exemple, notamment pour les Allemands, eux, ils ne veulent pas risquer de payer pour tous les autres, par exemple les Grecs, eux, ils ne veulent pas. Quoi. Enfin, et ça se défend, quoi, je veux dire. Hein, c'est pas... Et donc, avec Vincent Brousseau, on a vraiment un des grands spécialistes, parce que lui, il était convaincu qu'on allait y arriver. En fait, il s'est rendu compte de l'intérieur que c'était impossible, que déjà rien qu'entre eux, entre les économistes qui sont à la Banque Centrale Européenne, rien qu'entre eux, ils ont des visions complètement différentes, ils ne sont jamais d'accord sur rien. Et donc, fatalement, c'est déjà eux qui sont convaincus, ils n'arrivent pas à s'entendre, ça ne peut pas marcher vis-à-vis des peuples. Et donc, au fur et à mesure de son engagement, il s'est dit que, ouais, non, en fait, ça ne marcherait jamais. Donc, il a démissionné. Il est, de par son travail, vraiment, comme je l'ai dit, un des plus grands experts de l'euro. Donc, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Là. Et donc, là, je reviens à est-ce que ça serait une catastrophe si on sort de l'Union européenne? En fait, non. Alors, ce qu'on nous dit bien souvent, c'est que la dette, elle va exploser. Donc, déjà, ce qu'on explique, nous, c'est que c'est totalement faux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que 90%, enfin plus de 90% même, de notre dette publique française, elle est détenue en droit français. Donc si on change, qu'on sort de l'euro et qu'on revient en francs, nous, ce qu'on propose à l'UPR, en fait, c'est de faire une conversion de 1 pour 1, c'est-à-dire 1 euro pour 1 franc. De telle sorte qu'en fait, ça ne changera strictement rien aux gens à l'intérieur du pays.
À l'intérieur, les gens ne sentiront rien, ne s'apercevront de rien, si ce n'est que les pièces et les billets auront changé. Et également, donc, pour les 10% de dettes qui nous restent, qui sont donc détenues par des pays étrangers, ce qu'on propose à l'UPR, c'est de mettre en place une taxe donc, sur ces échanges de monnaie, quoi, hein, de bons garantis sur la monnaie. Une taxe qu'on ferait exprès de mettre très élevée, comme ça les pays qui détiennent de notre dette, en fait ils accepteront de prendre notre franc parce que sinon ils vont perdre de l'argent. Donc du coup ils accepteront qu'on les paye en francs sans problème. Et donc au final ça ne changera rien du tout, notre dette elle restera la même, elle n'aura pas explosé. Tous ceux qui font croire aux gens, si on sort de l'euro, c'est la fin du monde, la dette elle va être 30 fois supérieure à ce qu'est. C'est des mensonges. Ils disent ça sans aucune preuve, sans aucun argument, sans rien. Qu'est-ce que vous en feriez de la dette? Alors, on a dans notre programme ce qu'il est prévu, en fait, c'est de faire un grand référendum sur la dette. C'est-à-dire d'expliquer réellement aux gens toutes les conséquences, enfin toutes les causes d'où vient la dette. Et ensuite, donc, les citoyens choisiront est-ce qu'ils veulent la rembourser partiellement, est-ce qu'ils veulent qu'on annule complètement, est-ce qu'ils veulent qu'on la rembourse complètement. Ça, après, ce sera aux citoyens de choisir. On s'engage, nous, à faire un référendum là-dessus, une fois qu'on sera arrivé au pouvoir. C'est ce que les Islandais. C'est ce que les Islandais ont fait. Et voilà, ils s'en portent un peu plus mieux. Ils ont réussi derrière à... ils ont quand même eu pas mal de choses qui ont été... et puis je veux dire, quand on dit l'Islande bof, qu'est-ce que c'est l'euro? Qu'est-ce que c'est la zone euro? Est-ce que nous, on n'est pas dans une catastrophe? Est-ce que nous, on n'est pas dans la misère? Chaque jour, je rappelle encore les chiffres, chaque jour qui passe, on perd une usine. Chaque jour qui passe, on perd 800 emplois industriels. Chaque jour qui passe, il y a 1 à 2 agriculteurs qui se suicident. Chaque jour qui passe, c'est maintenant en milliers de personnes qui tombent sous le seuil de pauvreté. La catastrophe, elle est là, hein, elle n'est pas dans les pays à côté. Hein. Donc voilà, c'est la première raison pour laquelle ça ne serait pas une catastrophe de sortir de l'euro. La deuxième, c'est que, comme c'est prévu dans notre programme, à l'UPR, on propose de renationaliser la Banque de France. Donc du coup, l'État et les collectivités pourront se refinancer directement auprès de la Banque de France, sans passer par les marchés financiers. Et puis la troisième des choses, c'est qu'au final, on récupérera notre pouvoir de modifier notre taux de change externe, et du coup, si on dévalue notre monnaie par rapport aux autres, on redeviendra de nouveau attractif, et on pourra de nouveau exporter nos produits qui seront fabriqués chez nous. Et comme je l'ai déjà dit au cours de cette conférence, la souveraineté monétaire, c'est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment un principe de base. Si on ne domine pas, si on n'a pas de souveraineté monétaire, il arrive ce qui nous arrive en ce moment. Donc, conclusion, est-ce qu'il y aura une catastrophe en cas de sortie de l'euro et de l'Union européenne? En fait, il n'y aura pas de catastrophe du tout. C'est complètement le contraire. On va pouvoir retrouver nos choix démocratiques et notre souveraineté. Et du coup, on va pouvoir reprendre des lois qui iront dans le sens et l'intérêt des gens. Alors que tant qu'on laisse les commissaires européens nous dicter, c'est sûr d'une chose, c'est qu'ils défendront jamais vos intérêts. Hein, ça, c'est certain. Donc on arrive à la fin, nos propositions à l'UPR, donc on va dire à long terme, peut-être à moyen terme, pour sauver donc notre pays. En fait, c'est premièrement de sortir de l'Union européenne de l'euro par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Donc c'est le seul article, c'est la seule manière juridique qui permette de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc nous, une fois qu'on accédera au pouvoir, la première chose qu'on fera, ça sera de convoquer les chefs d'État des 27 autres pays de l'Union européenne pour leur dire que la France a décidé toute seule de sortir de l'Union européenne. Donc c'est prévu dans l'article 50, en fait, qu'un État tout seul peut décider de sortir de l'UE. Donc on les avertira. Et ensuite, l'article 50, il prévoit qu'il y a une négociation entre les pays sur le retrait du pays qui demande à partir. Donc c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on fera du Parlement européen à Strasbourg, quand est-ce qu'on arrête de verser nos fonds européens, etc., etc. Donc,
il faut qu'on se mette d'accord avec les pays. Si jamais, donc c'est pareil, c'est fixé dans l'article 50, si jamais au bout de 2 ans on ne s'est pas mis d'accord avec les autres États, le pays qui demande à sortir en sort de plein droit. Donc en fait, les autres États ont tout intérêt à négocier avec nous, parce que sinon on va sortir avec tous les privilèges. Donc forcément ils vont négocier. Le deuxième point, c'est sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Alors pourquoi de l'OTAN? Parce que notre politique étrangère, et notamment la politique de défense, est complètement soumise à l'OTAN. Donc en fait, on a été entraîné dans des guerres illégales à travers tout le Moyen-Orient, on a ruiné des pays, on les a bombardés, etc. D'une part, ils ne nous avaient rien fait, et puis d'autre part, on se crée véritablement des ennemis. La France, normalement, on est le pays de la liberté et de la paix, quoi. Enfin, on part en guerre, mais d'une manière, je veux encore une fois, illégale du point de vue du droit international. On n'avait pas à aller bombarder la Libye, à aller bombarder la Syrie, ou à armer les rebelles, etc. On n'avait pas à faire ça. Donc, c'est tout simplement parce qu'on est soumis, encore une fois, à l'OTAN, qu'on prend des décisions aussi absurdes. Donc nous, on se retirera de l'OTAN par l'article 13, donc encore une fois, sereinement et juridiquement. Le troisième point, c'est la mise en place du programme de l'UPR. Donc, comme je l'ai dit au début, le programme en fait reprend point par point celui du Conseil national de la résistance, remis au goût du jour bien évidemment, avec notamment les événements qui se sont déroulés depuis et puis les nouvelles technologies qu'il y a. Et également, donc, dans le programme de l'UPR, il est notamment prévu de renationaliser tous les grands réseaux nationaux, c'est-à-dire EDF, GDF, les autoroutes, etc., etc. Tous les réseaux nationaux, on les renationalisera. Ce qui est également prévu donc, dans notre programme, en fait, c'est de réformer, de réviser notre constitution, notamment en inscrivant dedans qu'on ne peut pas transférer de souveraineté, qu'on ne peut plus le faire, que c'est interdit de transférer des pouvoirs de souveraineté, pour qu'on ne se fasse pas de nouveau avoir comme on s'est fait piéger avec ces traités européens. Le quatrième point, c'est qu'on instaurera le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes pourront proposer leur projet de loi. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'engage à faire 3 grands référendums sur des sujets qui divisent la population, c'est-à-dire le nucléaire, la dette et l'immigration, pardon. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels nous, à l'UPR, on ne prend pas position, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Comme nous, le but, en fait, c'est de nous rassembler pour rendre la liberté aux Français et la démocratie. Du coup, on ne va pas se couper de personnes en disant qu'on serait contre le nucléaire, parce que sinon on se couperait de tous ceux qui sont pour, et inversement. Donc on dit voilà, c'est des sujets où on sait qui préoccupent les Français, on en fera des grands débats une fois qu'on sera arrivé au pouvoir, donc on invitera sur les plateaux de télé des gens qui sont pour le nucléaire, des gens qui sont contre, afin que les citoyens fassent eux-mêmes leur avis. Et ensuite, il y aura un référendum et nous, on s'engage après à appliquer le résultat du référendum. Donc voilà pour ces sujets-là. Donc j'arrive maintenant à la fin. Donc le but de l'UPR, c'est vraiment de tous se rassembler pour renverser ce qui est en train de nous arriver, le drame dans lequel on est en train de s'enfoncer, et retrouver l'histoire de France, qui est une histoire qui normalement est magnifique. Normalement, on est le pays des droits de l'homme, de la liberté, de la paix, etc. Il faut absolument qu'on retrouve ces valeurs-là. Et le seul moyen pour retrouver la France telle qu'on la connaît historiquement, c'est de reprendre notre pouvoir de décision, les manettes, et comme on l'a vu maintes et maintes fois au cours de cette conférence, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Là pour répondre.